Aujourd'hui, je vais donc lever le mystère sur un cas tout à fait singulier dans mon exploration sur les quantités de travail et sur la relation entre utilité, désutilité, quantité et qualité. Je vais explorer le cas des Pays-Bas, qui est un cas remarquable. Alors, l'intérêt de cette exploration, de ce que j'ai appelé donc la sécabilité du travail, c'est donc de mettre en évidence un ensemble d'arbitrages et de contraintes qui concerne la cotation du travail par ses quantités et qualités. Et j'élargis maintenant l'analyse au-delà de l'individu à l'individu sexué, au couple, au foyer, pour articuler la valeur du travail aux normes et aux arrangements sociaux qui soutiennent la viabilité des qualités standards ou non standards du travail dans une collectivité donnée et qui peuvent les faire évoluer. Alors le cas des Pays-Bas mérite une attention tout à fait particulière parce qu'il me permettra de faire apparaître un cas unique en Europe, c'est-à-dire la viabilité, au moins jusqu'à maintenant, d'un modèle non standard, non pas sous la forme d'une universalisation inconditionnelle de la réduction du temps de travail, qui ferait de la durée standard 40, puis 38, puis 36, ou peut-être 32, la nouvelle norme standard, mais à partir d'un examen plus intéressant de la situation des individus, des couples, des femmes, au regard du travail. Alors, c'est un puzzle parce qu'il n'obéit pas à un simple alignement de facteurs qui se mettraient en place progressivement. C'est une histoire, en même temps qu'une sorte de modèle. Le temps partiel fut longtemps considéré comme, successivement considéré comme un élément progressiste pour les femmes néerlandaises, puis comme une forme perpétuée d'inégalité professionnelle, et donc comme un élément régressif, avant d'apparaître plus avant-gardiste, mais sous certaines conditions de transformation, dans la recherche de l'équilibre entre le travail et le temps personnel. Et pour vous indiquer tout de suite vers où je me dirige, il faudra comprendre pourquoi dans la jeune génération, les femmes hollandaises notamment, qui sont celles qui travaillent le plus, aux 3/4 en temps partiel, sont à la fois en moyenne plus diplômées que leurs aînées, femmes, et que leurs homologues masculins aussi, et qu'elles peuvent conserver à l'égard du temps de travail partiel un degré de préférence et un taux de satisfaction qui sont à la fois élevés et stables. Alors, la réponse qui émerge des enquêtes, c'est que l'individu, avec un E féminin, donc, arbitre d'autant plus volontiers pour le travail à temps partiel que les ressources proviennent du couple dans lequel l'autre membre travaille à temps plein. Donc il y a des problèmes d'équilibrage dans un couple autour de ces valeurs. C'est un mécanisme, si vous avez suivi mes leçons, c'est un mécanisme de gestion du risque de désutilité du travail par des formules de négociation, d'arbitrage, de spécialisation ou de diversification des situations, j'y reviendrai. En fait, par une spécialisation simplement partielle des rôles et des tâches dans le couple, qui n'est ni égalitaire, ni radicalement spécialisée ou inégalitaire. Il contient en fait une formule de répartition inégalitaire des charges respectives, mais pas radicale, et une formule d'asymétrie qui est persistante. Si la quantité de travail professionnel de la femme augmente dans un couple représentatif, le travail domestique de celle-ci diminuera, mais moins que proportionnellement à l'augmentation de sa quantité de travail, car l'investissement de son conjoint dans le travail domestique ne variera pas autant. Bref, l'engagement de l'homme dans le travail domestique est faiblement élastique aux variations du travail de son épouse ou de sa compagne. Les choses évoluent progressivement, mais lentement. En somme, plutôt que de parler du temps partiel comme une situation normale du travail féminin aux Pays-Bas, il vaut mieux parler du couple avec un actif à temps plein et un actif à temps partiel comme une norme sociale qui s'installe ou qui perdure. Nous verrons qu'elle est aussi soumise à un ensemble de différenciations sociales. La probabilité pour les deux membres d'un couple de travailler à temps complet s'élève avec le niveau de qualification, et donc avec la valeur des deux sur le marché du travail, y compris du marché matrimonial, et avec la valeur accordée au travail.
elle est corrélée, cette situation de biactif à temps complet, positivement avec le niveau de revenu. Alors, qu'est-ce que signifie un mécanisme de diffusion à grande échelle du temps partiel? Est-ce que c'est un compromis social entre une politique de l'emploi et une politique sociale en fonction de l'orientation des préférences individuelles vers le hors-travail pour des raisons familiales ou d'autres? Ou est-ce que c'est un mécanisme de redistribution du travail? Ça, c'est ce qu'on verrait de notre point de vue à nous, qui avons un taux de temps partiel beaucoup plus faible. Dans ce cas-là, le taux de participation au marché du travail augmente sans que le volume de travail exprimé en heures évolue. On redistribue les quantités. Dans le premier cas, la croissance économique fournit les moyens financiers et budgétaires pour soutenir des dépenses sociales et rendre attractive la conciliation travail hors travail. Et dans le second cas, c'est la politique de l'emploi qui est au premier plan et qui permet de maintenir le taux de chômage ou d'essayer de maintenir le taux de chômage à un niveau relativement bas ou très bas. Mais les deux objectifs ne sont complémentaires qu'en période de croissance économique. Ces observations conduisent au passage à discuter la notion même de préférence. Temps choisi, temps voulu, etc. Seules les préférences révélées, en principe, celles qui ne sont pas simplement déclaratives, peuvent être observées. Et pour le faire, on dispose de moyens, par exemple la réaction à une gamme d'incitations ou de transformations, des mesures fiscales ou sociales, vous en verrez, des initiatives de politique publique, des régulations du marché du travail, la fourniture de services publics pour la petite enfance notamment, du côté du travail féminin. De fait, la pratique féminine du temps de travail est sensible à tout un environnement d'offres de services à l'enfance et de dispositions fiscales et prestataires. Le plus important des indicateurs ici a d'abord été longtemps négatif aux Pays-Bas, c'était le manque d'équipement de garde d'enfants. En 1996, les Pays-Bas arrivaient très loin dans le classement des pays européens pour les services à l'enfance. Et encore en 2005, les services de garde et de crèche étaient très insuffisants. Je vous livre ici le produit de mes explorations dans le cas hollandais, et couvraient moins de 10% des besoins avant qu'une réforme soit engagée pour améliorer la situation. La question était, subventionne-t-on des équipements collectifs directement ou donne-t-on des vouchers, comme on dit, c'est-à-dire alloue-t-on des moyens aux ménages pour acheter les services sous conditions de ressources. Et en fait, c'est la solution numéro 2 qui a été choisie, notamment pour impliquer aussi les employeurs qui doivent contribuer pour un tiers au financement de ces allocations à travers une augmentation des cotisations d'assurance chômage. Mais il y avait des problèmes de qualité et de flexibilité horaire de ces services de garde, qualité insuffisante, personnel insuffisamment qualifié, trop d'enfants par personne, horaire trop limité, etc. Les choses devaient s'améliorer. Problème aussi de temps post-scolaire. Et enfin, problème de désincitation fiscale à une augmentation de la quantité d'activité du second apporteur de revenus dans un foyer. Le taux marginal d'imposition est élevé pour les biactifs. Toutes ces caractéristiques distinguaient l'État-providence néerlandais de ses voisins d'Europe du Nord qui fournissent des services collectifs beaucoup plus développés à l'enfance. Donc le cas hollandais n'est pas directement rattachable à ses voisins un peu plus haut vers le nord. Alors, je l'ai déjà indiqué, le temps partiel a une réputation ambivalente. Du côté des aspects négatifs, on sait qu'il y a des coûts fixes accrus pour les employeurs qui doivent gérer un pool de personnel à temps partiel de manière plus complexe. Il y a une moindre accumulation d'expérience et de compétences pour les individus et moins de possibilités de formation. Tout ça, ce sont des faits attestés. De moindres perspectives professionnelles pour les carrières féminines et la progression salariale. Une ségrégation professionnelle, concentration dans des emplois moins payés que ceux des hommes, et des problèmes de plafond de verre. Les femmes sont moins souvent dans des fonctions managériales. Vous avez ici une indication de la situation. Là, de ce point de vue-là, les Pays-Bas ne se situent pas dans un cas remarquable. C'est le taux de femmes qui sont en emploi
Professional Technical Managerial Senior Manager Share et dans la population active. Et donc les Pays-Bas ne sont pas spectaculairement mieux. Vous verrez que pour tout le reste, ils vont se distinguer, mais là, ça n'est pas spectaculaire. En revanche, le taux d'emploi féminin, lui, il est élevé, mais il n'est pas plus élevé que la moyenne. Mais, donc il y a eu un rattrapage, mais le taux dans les emplois supérieurs n'est pas très bon. Or, il y a des signes, ce sont des données de l'OCDE, il y a des signes de préférence collective pour le temps partiel qui sont tout à fait manifestes. Un faible taux de transition de l'emploi à temps partiel vers l'emploi à temps plein. Les femmes ne se servent pas de l'emploi à temps partiel comme un tremplin vers l'emploi à temps plein aux Pays-Bas, à la différence de beaucoup d'autres pays. 5% des femmes déclarent rechercher un emploi à temps plein, mais ne pas le trouver. C'est 4 fois moins que la moyenne européenne. Et enfin, les différences de rémunération horaire après contrôle du secteur d'emploi, de la profession, de l'ancienneté, en fait, ne sont pas très élevées. Elles ne sont que de 7% dans le secteur privé et pratiquement nulles dans le secteur public. Et donc, il y a un cas. Alors, je vais le documenter par un certain nombre de slides pour vous faire entrer dans le propos qui situeront toujours les Pays-Bas dans l'exception. Alors ça, c'est le taux de femmes en temps partiel en Europe et dans les pays européens. Ce sont des données d'Eurostat. Et avec les colonnes noires sont la situation en 2009 et 99, c'est les colonnes plus claires. Vous voyez que le mécanisme est clair, les Pays-Bas se situent très au-dessus de la moyenne et ça n'a pas arrêté de progresser. Donc c'est une situation qui était déjà très élevée en 99 et qui est encore plus élevée après. Ensuite, est-ce que ça contribue ou non au taux d'activité dans l'ensemble du pays? Vous voyez que les Pays-Bas se situent encore une fois à l'extrême. La courbe, tout simplement, ça veut dire que quand le taux d'activité à temps partiel est corrélé positivement avec le taux d'activité dans le pays. Là, les Pays-Bas se situent ici. Donc, encore une fois, l'information est très nette. On a une corrélation. L'emploi à temps partiel ne détruit pas de l'emploi, il augmente le taux d'activité. C'est un des effets recherchés. Ici, nous avons la distribution entre hommes et femmes. Là encore, les Pays-Bas se situent très au-dessus de la moyenne. Les femmes sont à un score extrêmement élevé, de 76% qui travaillent à temps partiel. Et les hommes se situent eux aussi à un taux élevé. Et donc, c'est une culture qui s'est diffusée. Elle est très sexuée, bien sûr, mais elle s'est diffusée. Les hommes aussi, mais sous d'autres modalités. Vous voyez que les données convergent, là encore. Est-ce que c'est choisi ou subi? À nouveau, les Pays-Bas se situent dans un score très élevé de temps choisi et pas subi. Quelle que soit la discussion qu'on peut engager sur ces notions-là, elle mérite d'être faite, mais la plupart des autres pays sont dans des scores beaucoup plus élevés de temps subi. Et donc, c'est l'effet j'y reviendrai, d'un effet de seuil. À partir d'un certain moment donné, quand une situation s'installe, elle réoriente à la fois les arrangements sociaux et les préférences. Ici, la question est que c'est un emploi transitoire ou non? Ce sont des données de l'OCDE. On voit que ici, ce sont des informations sur le taux de rotation annuel dans l'emploi et en bas, on corrèle avec la part de temps partiel dans l'emploi total. Et on trace une ligne et on voit que les Pays-Bas, Netherlands, sont à nouveau dans une situation exceptionnelle. Il y a peu de rotation sur le marché de l'emploi et en même temps, on a un score très élevé de temps partiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un ancrage dans le temps partiel. La France se situe ici. À l'inverse, est-ce qu'on a un phénomène de rétention de personnel, c'est-à-dire les entreprises conservent leur personnel? À nouveau, les Pays-Bas se situent à l'extrême pointe de la ligne qu'on peut tracer, de la diagonale qu'on peut tracer.
avec un taux de corrélation très élevé entre les deux indicateurs. Donc c'est un phénomène d'organisation à grande échelle du marché du travail. Ici, on a qu'est-ce que deviennent les individus qui quittent un emploi à temps partiel. Est-ce qu'ils vont vers un emploi à temps plein ou bien est-ce qu'ils vont vers l'inactivité? Là encore, les Pays-Bas se situent à l'extrémité de la courbe de corrélation. Ils ont le score le plus faible de départ vers un temps plein. Donc, on n'a effectivement pas simplement un mécanisme de travail par défaut, on a des phénomènes d'ancrage. Et ici, avec toujours un score très élevé de corrélation de 0,76, enfin moins 0,76. Dernière information de ce type, le passage vers l'inactivité, encore une fois, les Pays-Bas se situent ici, donc un taux très faible de passage à l'inactivité, malgré l'impact très élevé du temps partiel. Donc le temps partiel n'est pas une sorte de solution de troisième ordre dans les agendas. Enfin, est-ce qu'on peut dire que le temps partiel est extrêmement sensible à la qualité, au coût des services de garde d'enfants? Ici, on a la courbe, on a la corrélation entre les deux informations, la proportion de temps partiel ici en ordonnée et les coûts en salaire moyen pour une famille de 2 travailleurs. Vous voyez que, comme je l'avais dit la dernière fois, en Grande-Bretagne, le temps partiel est important parce que les coûts de garde sont importants. Les Pays-Bas se situent ici, donc avec des coûts assez modérés, en tout cas en 2009, donc après une réforme, des coûts plutôt modérés et subventionnés de temps partiel, de garde d'enfants pour les couples à temps partiel ou avec un membre à temps partiel. Et donc, ça n'est pas simplement ça non plus, ça n'est pas un choix contraint en quelque sorte par des phénomènes économiques. Il joue, mais beaucoup moins que pour des pays comme la Suisse, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande ou la Grande-Bretagne. Alors, on en arrive à cette donnée-là, qui est la quantité totale de travail dans ce pays par individu en moyenne dans une semaine. Qu'est-ce que ça donne? La distribution, à nouveau, se situe, montre les pays européens. Les Néerlandais se situent ici. Donc, avec l'information est celle-ci. La barre rouge, c'est celle de la moyenne. On a ensuite les différents quartiles et les extrémités, c'est 95 et 5% de la population qui sont distribués sur la quantité horaire. Donc on voit qu'au total, les Néerlandais travaillent beaucoup moins y compris pour les valeurs interquartiles, travaillent beaucoup moins que les autres pays. L'information avec une étendue de différence qui est élevée. Donc il y a un vrai mécanisme de flexibilisation par la quantité du travail dans ce pays. Alors la question évidemment c'est est-ce qu'on a affaire à une sorte de pays de cocagne où tout irait très bien, on aurait des quantités faibles, plus faibles qu'ailleurs. Régulièrement la presse internationale fait ses titres sur le miracle néerlandais parce que tout y serait possible, tout serait conciliable, des quantités, un niveau de vie élevé, des arbitrages, conciliation travail-famille, etc. Donc, évidemment, si c'est un pays de cocagne, la thèse de la segmentation qui fait intervenir le temps partiel comme un emploi de mauvaise qualité est tout à fait chahutée. Dans un pays à haut niveau de temps partiel, celui-ci devient un élément de la culture du travail qui est lui-même le produit d'arrangements institutionnels, d'équilibres négociés sur le marché du travail et au sein des couples. Le problème, c'est de savoir sous quelles conditions exactement. Alors, on a 2 manières de répondre dans la science sociale. On a une première manière qui est de procéder à des analyses comparatives.
on regarde les contextes nationaux, on étudie la manière dont les individus peuvent ou non subir ou choisir de contrôler leurs horaires, leur quantité de travail en fonction de caractéristiques individuelles, de caractéristiques des emplois, mais aussi en fonction de tous les éléments que constitue un contexte national. On ouvre en quelque sorte la boîte noire de ce qu'est un contexte national par des analyses de type multiniveau qui servent à caractériser à la fois les individus et à caractériser ces contextes nationaux, par exemple par des indicatrices comme le produit national brut, le taux d'équipement collectif, la politique fiscale, le taux de syndicalisation, le niveau de dépenses sociales, etc. On cherche à régresser toutes ces indicatrices sur les valeurs qui sont intéressantes, préférence ou non pour le temps partiel, les différenciations selon les caractéristiques individuelles. Par exemple, on voit que les pays nordiques ont le PNB, le produit national brut, par tête le plus élevé, les dépenses sociales publiques aussi les plus élevées, le taux d'activité féminin le plus élevé et un secteur de services comparativement important, un assez fort taux de syndicalisation et des durées hebdomadaires de travail plus faibles qu'ailleurs. Je l'ai indiqué ici, tous les pays d'Europe du Nord se situent à droite de la courbe, la Suède étant un peu plus proche de la moyenne, mais le Danemark, la Norvège et l'Islande se situent, et évidemment les Pays-Bas se situent ici. Donc on a de fait un modèle où le temps de travail est plus court. Et pourtant, on a aussi affaire, dans ces pays-là, à une demande pour une quantité moindre de travail. Autrement dit, il n'y a pas de plancher dans les préférences. Cette demande de réduction de la durée du travail est rendue possible dans ces pays, au moins jusqu'à aujourd'hui, par une plus grande sécurité économique pour les travailleurs et leurs familles, par une richesse plus importante des ménages et par des prestations publiques et des services publics qui fournissent, en quelque sorte, des éléments d'alternative aux revenus procurés par le travail. Donc diminuer les heures de travail aurait moins d'impact. Ou, pour le dire autrement, le lien entre le contrôle sur les quantités et sur l'organisation de son temps de travail augmente quand l'État-providence est plus généreux. D'où le fait qu'on a affaire à un sentiment d'excès d'heures de travail dans ces pays-là, et que les gens qui, pour nous, travaillent dans notre pays, le temps plein est considéré par beaucoup ailleurs comme overemployment, un suremploi. C'est un vocabulaire qui est légèrement différent du nôtre, où on dirait que c'est la norme standard. Alors, l'autre manière de faire, c'est d'analyser l'histoire de l'adoption d'un modèle. Et je vais m'appuyer ici sur des travaux d'un excellent collègue néerlandais, Jelle Visser, qui a publié une série d'articles tout à fait passionnants, presque monographiques, mais qui condensent en quelque sorte l'information. Je n'ai pas fait moi-même l'enquête de terrain, mais je vais bénéficier de son savoir et vous le restituer rapidement pour vous donner l'analyse de la trajectoire d'adoption du temps partiel aux Pays-Bas. Elle est singulière. Avant les années 80, ce type d'emploi était situé sous la moyenne européenne. Mais à la fin des années 90, comme je l'ai dit, il est très au-dessus de la moyenne européenne. Il y a eu, d'une part, à la faveur de cette diffusion, progression du taux d'activité féminin. Les changements étaient extrêmement rapides, un quasi-doublement en 20 ans du taux d'activité féminin, c'est considérable. Et via le temps partiel féminin. Et pour les hommes aussi, comme je l'ai déjà dit. Alors, cette évolution a elle-même beaucoup contribué, où elle a été en interaction, attention à la relation de causalité, elle a été en interaction et à un moment ou à un autre, elle a contribué à l'action sur le chômage. Ici, vous avez l'évolution du taux de chômage aux Pays-Bas, qui est la ligne rouge, en Europe, qui est la ligne noire, la courbe noire, et aux États-Unis, qui est la courbe bleue. Vous verrez que ce point-là, qui est les années 83, 84, 85, de pic du chômage aux Pays-Bas, sont les années où on a mis en place progressivement dans les négociations collectives,
on a fait bouger la position sur le temps partiel, comme je vais l'indiquer tout de suite. Alors, il y a 4 questions qu'on peut poser. C'est comment le travail à temps partiel s'est-il diffusé? Comment a-t-on évité sa marginalisation? Le modèle du couple à 1,5 apporteur de revenus, earners, comme on dit, est-il transitoire? Est-ce qu'il débouchera sur le modèle suédois de couple de biactifs à temps plein? Ou bien est-il orienté vers un modèle plutôt généralisé d'une économie qui serait entièrement à temps partiel, avec des modalités complexes? Et enfin, est-ce que ce modèle peut faire école en Europe? Premièrement, comment le temps partiel s'est-il diffusé, s'est-il constitué en normes contagieuses? Avant les années 70, il y avait une très grande inertie dans l'écart entre le taux de participation des hommes et des femmes sur le marché du travail. 90% du côté des hommes, 30% du côté des femmes. Donc ce sont des écarts spectaculaires. En 1971, les Pays-Bas ont le taux d'activité féminine le plus bas en Europe, ce qui est un fait surprenant pour un pays qui a des racines protestantes et donc il est supposé avoir une éthique du travail. Mais on va le voir, le rattrapage s'est fait de manière spectaculaire ensuite. L'évolution a été en fait portée par le comportement des femmes mariées. 10% étaient en emploi en 1970 et 50% en 2000. Donc on a affaire à une transformation à grande échelle de l'agenda biographique des femmes mariées et une progression de l'articulation entre vie de couple et travail, avec, même si la naissance d'enfants agit provisoirement négativement sur le maintien en emploi, mais le temps partiel permet de lisser en quelque sorte ces situations. Les femmes à haut niveau de formation ont, comme très souvent, formé l'avant-garde avec un taux d'activité des plus qualifiés qui est 2,5 fois supérieur à celui des femmes à formation simplement primaire, à l'école primaire, notamment en raison de l'accès à des emplois mieux rémunérés qui permettaient de couvrir évidemment des frais de garde et d'acheter des services qui se substituent au travail domestique. Alors, le temps partiel agit en fait comme cette solution de réorganisation de la vie active. On peut analyser les choses de 3 manières. On peut dire, est-ce qu'on a affaire à des préférences inchangées mais des conditions changeantes? Autrement dit, j'ai plus de facilité à trouver des emplois, ou bien est-ce qu'il est plus coûteux de rester chez soi? Deuxième position, est-ce que les préférences sont évolutives mais sous des conditions stables? Dans ce cas-là, ça voudrait dire que les femmes rejettent la condition domestique. Ou bien est-ce qu'on a affaire à une combinaison de facteurs? Des salaires plus élevés attirent les femmes vers l'emploi, ce qui pousse à remettre en question les rôles sexués existants et à rendre plus acceptable socialement le travail salarié féminin après le mariage. D'autres facteurs, évidemment, peuvent intervenir. Alors, une analyse économique dira des salaires féminins permettent d'acheter des services qui se substituent au travail domestique et le niveau croissant d'éducation et les salaires offerts élèvent ce qu'on appelle le coût d'opportunité de l'inactivité domestique. Je perds en quelque sorte davantage à être inactive que quand les salaires sont moins élevés. Et de son côté, le travail domestique lui-même est moins dévorateur en temps parce qu'il s'est mécanisé, bientôt il sera plus robotisé. Le travail domestique consommait 70 heures en 1950 et 30 heures par semaine en 1990. Enfin, il y a évidemment un mécanisme clé qui est la maîtrise de la fécondité par les femmes. Le taux de fécondité féminin a chuté de moitié en 20 ans aux Pays-Bas. Donc voilà un ensemble de mécanismes qui agissent sur les comportements individuels. Mais il y a deuxième pièce du puzzle, il faut introduire des mécanismes institutionnels qui agissent sur les normes de comportement et les arrangements.
les Pays-Bas sont un pays où le mariage était interdit aux fonctionnaires depuis les années 1930 et cette disposition ne fut abolie qu'en 1957. Elle persista du reste encore dans une dizaine d'années dans les municipalités. C'était même, le mariage était admis comme un motif de terminaison du contrat de travail jusqu'en 1975, où ça fut déclaré illégal. Donc vous voyez qu'il faut partir évidemment de toutes ces données pour comprendre ce que veut dire l'élévation d'un taux d'activité féminin. Les inégalités de rémunération pour un même travail entre hommes et femmes n'ont été déclarées illégales qu'avec la ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail en 1971. L'instauration d'un salaire minimum obligatoire date de 1969. Mais il n'a été appliqué que plus tard pour les femmes. En 1993, le salaire minimum ne s'appliqua pas aux salariés, jusqu'en 1993, ne s'appliqua pas aux salariés travaillant moins d'un tiers de la durée hebdomadaire du travail, ce qui concernait majoritairement les femmes. Enfin, jusqu'à la réforme fiscale de 1973, le revenu de l'épouse active était ajouté à celui de l'homme et en raison des taux marginaux très progressifs, le revenu supplémentaire était à peu près entièrement siphonné par l'impôt au-delà de quelques heures de travail. On peut évidemment invoquer aussi le rôle des normes de comportement. Ce sont des grandeurs à qualifier de manière complexe. La maternité, l'éducation des enfants, le recul d'autorité de l'Église, la montée du féminisme, évidemment, tous ces facteurs jouent, mais j'ai insisté sur les mécanismes institutionnels. Ils sont plus faciles à documenter comme des ruptures ou des changements nets qui permettent des expériences ou des raisonnements expérimentaux. Cela dit, les normes, on peut aussi en avoir une idée, puisque en 1965, 84% des adultes néerlandais étaient réticents à l'égard du travail des mères d'enfants en âge préscolaire et scolaire, et que ce taux chuta à 44% en 1970, rapidement, et à 18% en 1997. Donc, tout ceci, par ailleurs, est intervenu avant la création de tout un système de services de garde et de services facilitant la conciliation travail-famille. Donc voilà la première pièce du puzzle d'une analyse d'un modèle en transformation. La deuxième pièce ou ensemble de pièces du puzzle, c'est les régulations du marché du travail. Ici, on doit faire intervenir, évidemment, des politiques d'emploi, des accords régulateurs, des législations égalitaires et des contextes de négociation complexes entre les acteurs sociaux. Alors, d'abord, les syndicats qui sont puissants aux Pays-Bas. Le taux de syndicalisation et de couverture des règles de travail par des accords collectifs est très élevé. Les syndicats avaient une grande réticence à s'occuper du temps partiel et un grand scepticisme. Ça n'était qu'en Suède qu'on avait accepté de traiter le temps partiel comme un élément acceptable d'une politique de l'emploi, notamment parce que c'était localisé dans le secteur public et que ces emplois à mi-temps étaient très bien protégés. Mais même en Suède, il y avait une fronde des féministes contre cet emploi de second rang qui risquait tout simplement d'être une trappe à relégation. Le seul objectif valable paraissait être l'emploi à temps plein, qui était en quelque sorte la norme qui mettrait en évidence l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes. Et c'était d'ailleurs aussi la position des féministes néerlandaises qui critiquaient l'emploi à temps partiel en tant qu'emploi marginal. Donc à la fin des années 60 et dans les années 70, le combat était pour l'égalité dans le temps plein, éventuellement avec un marchepied, mais qui n'était qu'un marchepied. En 1981, la principale fédération syndicale néerlandaise publie une prise de position qui souligne l'infériorité de traitement des protections d'emploi, des salaires et des perspectives de carrière dans le temps partiel, et aussi le manque d'affiliation syndicale. Ce temps partiel existait, mais il apparaissait de fait comme un emploi de mauvaise qualité qu'il fallait améliorer. Le syndicat refusait en même temps de soutenir
une sorte de création d'un marché secondaire de l'emploi de mauvaise qualité et faiblement syndiqué. Donc, il militait pour l'amélioration de ce type d'emploi. Il faut dire aussi que, comme je l'ai montré tout à l'heure, la conjoncture du marché du travail était mauvaise. Pardon. La conjoncture était mauvaise puisque les années 80 sont des années de crise avec une montée du chômage extrêmement forte dans ce pays, plus forte que dans la moyenne européenne. Donc l'objectif était bien de combattre le chômage et de redistribuer les emplois, mais la préférence syndicale était plutôt d'une réduction collective de la durée du travail de 40 heures. Du reste, c'était une position qui était partagée par les syndicats européens, français, allemands, belges, et donc on militait pour la réduction de 40 à 36 heures sans perte de salaire. Ces expériences ont été développées ailleurs aussi, vous le savez. Le patronat néerlandais, lui, s'alarmait, plaidait pour une solution du temps partiel comme formule individualisable de réduction du temps de travail avec réduction proportionnelle du salaire. Enfin, il y avait des initiatives gouvernementales. Au milieu des années 70, le gouvernement, qui était travailliste, désirait augmenter le taux d'emploi féminin pour en quelque sorte faciliter l'émancipation des femmes sur le marché du travail. Il avait promu l'emploi à temps partiel dans certains emplois publics, un peu à la suédoise, comme une forme de conciliation travail et vie extra-travail. Mais la tentative échouait à la fin des années 70. Ça n'avait pas pris. Donc, ensuite, on a cherché à créer des incitations, des subventions pour les entreprises qui divisaient un emploi à temps plein en 2 emplois à temps partiel, avec un supplément salarial temporaire pour les salariés. Ça n'a pas marché non plus. Et on avait fait les mêmes tentatives en Allemagne, au Royaume-Uni, et ces dispositifs n'ont pas marché beaucoup. Ils ont bien marché en revanche en Belgique, mais tellement bien qu'on a arrêté parce que ça coûtait trop cher. Alors, une fois qu'on a mis toutes ces pièces du puzzle en place, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de causalité simple qui permet de les réunir et de tracer une trajectoire? En fait, l'idée qui est très convaincante dans la démonstration que font les collègues hollandais, c'est que c'est plutôt une conséquence inattendue de politiques collectives de partage du travail. En 82, les syndicats de salariés et les employeurs concluent un grand accord national qui est resté dans l'histoire de ce pays, l'accord de Wassenaar, célébré comme la nouvelle ère dans les relations de travail. Les syndicats offrent en quelque sorte la modération salariale et les employeurs acceptent de diminuer le temps de travail. Et on envisage diverses options de partage du travail, de retraite anticipée et de temps partiel. Et de fait, on obtiendra une réduction du temps de travail de 40 à 38 heures, sous forme principalement de congés supplémentaires. Et les syndicats veulent davantage, 36, mais le patronat refuse. Et quand l'économie se redresse, ce qui va être le cas, le taux de chômage va fortement diminuer, cette idée d'aller plus loin dans la réduction de temps de travail sera abandonnée. On reprendra les discussions quand le chômage va remonter. Donc vous voyez, il y a quand même des aspects très conjoncturels au début des années 90, en 92-93. Mais on peut dire que c'est la redistribution d'emplois qui prévaut et qui se fait sous forme de croissance de l'emploi à temps partiel. Et c'est le principal moteur de la création d'emplois dans l'économie néerlandaise des années 80. C'est une évolution qui est aussi le reflet d'un rapport de force. Les syndicats, vous avez compris, changent d'attitude à l'égard de ce type d'emploi de mauvaise qualité ou de ce qu'ils pensaient être de mauvaise qualité. Ils sont eux-mêmes en partie affaiblis par les crises du marché du travail. Ils ont perdu une partie de leurs membres et qui eux-mêmes ont connu l'épreuve du chômage et ont douté de l'efficacité des syndicats.
Donc, d'autre part, les femmes n'obéissent pas en quelque sorte à la vision négative du féminisme ou des syndicats. Elles se soucient de s'insérer sur le marché du travail et de conserver une position sur le marché du travail, même dans des conditions de travail non à temps plein, quand le taux de chômage est élevé. Donc, il y a là un ensemble de mécanismes qui font que la demande de flexibilité et d'emploi à temps partiel grandit comme une conséquence relativement inattendue de la campagne pour la réduction du temps de travail. Alors, les syndicats ont changé d'attitude quand ils ont cessé de prendre l'homme à temps plein comme apporteur unique de ressources, le male breadwinner, comme on dit, et la femme n'étant que mère inactive. Ça, c'était une vision dépassée. Mais ils n'ont changé d'attitude que parce que les deux groupes, femmes actives, mères actives et hommes solo dans le ménage à apporter des revenus, ont commencé à équivaloir en nombre. Donc, il y avait là une transformation endogène, en quelque sorte, des quantités d'actifs et des modèles d'activité qui ont poussé à réviser en quelque sorte les doctrines. Il y a là un élément de pragmatisme remarquable. En 1993, 44% des travailleurs syndiqués viennent de ménages biactifs. Et dans le syndicat, un lobby féminin était devenu très actif. Donc, dès lors, les syndicats ont en quelque sorte eu en leur sein même des incitations à changer d'attitude. Au total, on a affaire, si on fait un résumé, à un puzzle de facteurs que je résume ici d'après les travaux d'un collègue économiste, Jan van Oors. On a des mécanismes qui on mesure l'impact, l'action des politiques, l'impact sur le chômage et l'impact sur le niveau de protection de l'emploi. Le temps de travail partiel, les barrières ont été progressivement supprimées, je l'ai dit, ça a diminué le chômage. On a examiné les conditions de protection sociale, elles sont liées à la quantité d'heures de travail, mais aussi à l'expérience. On introduit des modifications dans l'assurance chômage et on tente de réformer une des particularités néerlandaises qui est le nombre élevé de travailleurs en incapacité de travail. Voilà la somme des pièces du puzzle dont j'ai donné plus de détails sur les comportements des acteurs, mais qui permettent de comprendre qu'on agit simultanément sur des mécanismes d'incitation à reprendre de l'emploi quand on est au chômage, on agit sur la qualité des relations coopératives variables, mais qui peu à peu s'alignent entre employeurs et syndicats de salariés, et on agit sur les transformations des mentalités à l'égard des formules de travail. Voilà la situation. Et on peut dire en quelque sorte que la diffusion du temps partiel devient un mécanisme endogène de transformation de la société. Les négociations collectives améliorent les standards, on fait reconnaître progressivement des droits aux travailleurs à temps partiel, et les accords se multiplient dans les entreprises. On a un mécanisme de diffusion classique dans les sciences sociales, un mécanisme de diffusion d'une innovation avec peu à peu, dès lors qu'un seuil, un point critique est atteint, la diffusion est beaucoup plus rapide. Alors, un des mécanismes facilitateurs de cette diffusion, c'est évidemment la qualité ou l'état des
des relations sociales dans ce pays. Là, je vous ai présenté, je tire ça de différentes sources, le taux d'accords collectifs et la proportion de travailleurs couverts. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 7 millions de travailleurs, enfin de salariés actifs aux Pays-Bas, et 6 millions sont couverts par des accords collectifs. 91% par les acteurs sectoriels et 8% seulement par des accords d'entreprise. Donc, tous les facteurs que j'ai décrits agissent comme des pièces d'une plaque tectonique, mais avec des conditions d'homogénéisation des comportements qui figurent ici. Et du coup, on peut comprendre aussi à travers ces indications que le temps partiel se diffuse au-delà des secteurs habituels qui sont ceux où on est supposé les trouver comme des emplois de mauvaise qualité, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le commerce, les services à domicile, les services personnels. En fait, ils se diffusent dans l'ensemble des secteurs d'activité, même s'ils sont surreprésentés dans les emplois moyennement ou faiblement qualifiés. Ils représentent tout de même aussi plus de 40% des emplois dans les emplois supérieurs, type professional, managerial, technical, comme on dit dans la nomenclature néerlandaise aussi, puisqu'ils sont plus anglophones que nous. Voilà, donc c'est une transformation extrêmement puissante que j'ai essayé de restituer, qui veut dire tout simplement que la qualité et la cotation d'une grandeur, le temps partiel, change à partir du moment où un seuil quantitatif est atteint dans l'incidence de cette grandeur-là, et que toutes les conditions qui ont provoqué cette transformation pour atteindre ce seuil, en quelque sorte, ont contribué à faire réviser les anticipations et les évaluations des acteurs de différentes espèces dont j'ai parlé. Alors, la question c'est, est-ce que c'est un emploi qui pourrait finir par devenir marginal tout de même ou pas, si la situation économique changeait? En fait, les réponses qu'on peut donner sont les suivantes. La qualité des emplois à temps partiel par rapport aux emplois à temps plein tend à être plus élevée si l'emploi à temps partiel est développé plutôt sous l'impulsion de l'offre que de la demande. Autrement dit, ce sont les individus eux-mêmes qui, à un moment donné, prennent en charge, les individus et leurs représentants collectifs, qui prennent en charge la demande d'amélioration des qualités du travail, plutôt que les employeurs qui ont, eux, leur agenda de contraintes de coûts, de retour sur investissement, etc. Ça, c'est un élément qui a été très bien précisé dans un livrage assez remarquable de Chris Tilly, qui s'appelle Half a Job, qui montre que cette relation est très forte entre qualité et action des individus eux-mêmes pour la transformation positive de ce type d'emploi. Et d'autre part, si le choix du travail à temps partiel se fait lorsqu'on est déjà en emploi. C'est la grande différence, une des grandes différences entre le cas néerlandais et le cas anglais, comme je l'avais montré la dernière fois dans les analyses des données. D'autre part, quand la proportion de femmes dans un secteur ou une entreprise approche celle des hommes, ça aussi c'est un mécanisme endogène de transformation, les différences contractuelles dans les conditions de rémunération et de travail entre temps partiel et temps plein se réduisent. Je vous livre ici des indices, des données que j'ai réunies dans l'analyse de la littérature. Et contrairement au cas britannique, qu'on peut polariser avec celui-là, le cas néerlandais montre que des politiques salariales coordonnées, combinées avec un salaire minimum légal, diminuent l'écart entre temps plein et temps partiel. Alors, où en est-on maintenant ? Les années 90 ont été celles de l'expansion de ce système. Les années 2000 ont été celles de la consolidation du modèle. C'était en fait la confirmation d'un mécanisme d'équilibrage
du marché du travail féminin autour d'une plage d'arrangement qu'est le temps partiel. Je dis plage parce que temps partiel, c'est une grandeur assez élastique. Elle va de 12 heures à presque 32 heures. Donc, on peut appeler temps partiel beaucoup de choses. Et j'espère avoir le temps, pas sûr, mais on verra, de vous montrer que cette grandeur-là, elle peut être divisible dans les préférences et dans les tentatives d'alignement des préférences sur les réalités. Dans les données dont on dispose, on voit qu'à travers ce mécanisme de modification des quantités de travail, qui a un élément redistributif non contraint, mais aussi des éléments de choix et de réorganisation de l'agenda de travail au sein des couples, c'est une des valeurs essentielles. On voit que qu'est-ce qui s'est passé avec la crise de 2008 ? Les Pays-Bas ont eu, comme les autres, une chute de leur produit intérieur brut, mais un peu moins que dans la zone euro en moyenne. En revanche, le taux de chômage a évolué beaucoup plus faiblement que dans la zone européenne et que dans la moyenne de l'OCDE. Et la baisse du volume d'emploi et du nombre d'emplois a été beaucoup plus faible, là encore, aux Pays-Bas qu'ailleurs. Donc, on a un phénomène de buffer, de tampon, en quelque sorte, qui joue pour agir sur la sensibilité à la conjoncture et aux variations de la conjoncture. Ceci est évidemment lié au fait que quand le marché du travail est beaucoup plus dégradé, on dispose à travers le temps de travail partiel, jusqu'à un certain point, de leviers de rétention des effectifs. Et on peut ajuster les quantités de manière plus flexible jusqu'à un certain point sous les conditions d'accords collectifs qui se présentent. Donc, à l'évidence, dans un pays dans lequel le temps partiel n'est pas confiné dans une qualification dichotomique emploi à temps plein de qualité, emploi à temps partiel médiocre, la culture collective de la flexibilisation du marché du travail n'obéit pas à la même quantification du travail qu'ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Au point que, aujourd'hui, on a affaire à un raisonnement qui fait pivoter le temps partiel, non pas simplement sur la situation des femmes, qui a été un des mécanismes d'incorporation de la main-d'œuvre féminine dans le marché du travail. Le temps partiel a été un levier très important, mais on le voit se développer du côté des seniors. Les Pays-Bas ont à résoudre un certain nombre de problèmes assez sérieux. D'une part, l'âge de la retraite, l'âge légal de départ à la retraite augmente, mais il est encore plus faible que dans beaucoup d'autres pays, mais il augmente. 2010, c'est le triangle, et 2004, c'était la situation antérieure. La France se situe ici, donc elle est tout proche du minimum. La situation des femmes est celle-ci. La raison pour laquelle le temps de travail, le travail à temps partiel peut devenir en quelque sorte un mécanisme d'ajustement de la gestion des âges, il est contenu en partie dans ces données-là qui sont une distribution des formules dans le couple, des formules de travail selon l'âge des couples. Vous avez en bleu foncé les couples qui sont tous les deux à temps plein, et vous voyez que c'est majoritairement le cas des jeunes qui sont essentiellement à temps plein en modalité, c'est-à-dire la proportion la plus importante, et cette proportion diminue avec l'avancée en âge, évidemment parce que les événements biographiques agissent et qu'on fait ressort sur... on appelle en quelque sorte le mécanisme de flexibilisation qui est celui-ci, c'est-à-dire le deuxième étage, c'est un temps plein et un temps partiel, mais de 24 à 34 heures, c'est la couleur un peu plus bleue, un peu moins foncée. Ensuite, vous avez en dégradé le temps plein d'un côté et le temps partiel
de 12 à 24 heures. Donc vous jouez sur des claviers, en quelque sorte, de possibilités. Ce sont des abstractions statistiques. Vous me direz, les ménages ne se comportent pas exactement comme devant un clavier, mais il faut bien à un moment passer par l'abstraction des données. Et la situation plus claire, c'est le solo, homme ou femme, majoritairement homme, qui apporte le revenu, et l'autre est inactif. Vous voyez que la proportion était beaucoup plus importante chez les gens âgés. Alors il y a des effets de cohorte et des effets de génération qui se superposent aux effets d'âge, évidemment. Mais les données sont très, très parlantes, notamment ici où on voit le taux de diffusion dans le temps, 1996 à 2012, du cas 1 salarié à temps plein et 1 à temps partiel. Voilà la vitesse de diffusion de cette formule-là. Et l'autre qui s'érode, c'est un seul membre du couple qui travaille à temps plein. Donc il y a un croisement des courbes à la fin de la période que j'ai longuement analysée, autour des années 2000, et avec une diminution très rapide du modèle du temps plein unique dans le foyer. Et une répartition en quelque sorte des ressources, mais sous la forme que j'ai dite, qui est asymétrique. Je vais peut-être aller... Évidemment, quand vous réunissez ces données-là, vous vous dites le temps partiel des individus, des travailleurs âgés, qui est une préférence qu'ils marquent. La préférence pour le temps partiel est très sensible à l'âge. Elle évolue de manière spectaculaire avec l'âge, vous l'avez ici aussi. Le temps plein est une préférence forte pour les jeunes qui, comme je l'ai dit antérieurement, ont besoin d'accumuler de l'expérience et de s'engager sur le marché du travail pour réaliser la totalité de leurs anticipations ou en tout cas de vérifier ce qu'ils valent et de s'ajuster aux conditions du marché du travail et d'ajuster leurs conditions d'existence au marché. Et ensuite, à travers à la fois les événements biographiques et à travers la sensibilité du sentiment d'utilité du travail ou de désutilité du travail, cette sensibilité à l'âge, il y a une élasticité de la désutilité à l'âge qui est extrêmement forte. Vous voyez que le temps partiel peut devenir en quelque sorte une nouvelle frontière d'organisation du marché du travail dans un pays qui en a acquis la culture. Voilà le type de raisonnement qu'on peut développer. Alors, je vais accélérer pour terminer sur ce cas néerlandais. Je voudrais insister sur un point qui est aussi que cette transformation possible du marché du travail via le temps partiel des personnes âgées ou des travailleurs âgés, il peut se faire aussi sous certaines conditions qui sont d'une part le fait que l'ancienneté est très bien rémunérée aux Pays-Bas. Vous avez ici les gains d'ancienneté, le rendement de l'ancienneté en salaire des individus quand on part de 25 ans et qu'on va jusqu'à 60 et 64 ans, comparé à la situation dans d'autres pays d'Europe du Nord, donc les Pays-Bas par rapport à l'Europe du Nord, Norvège, Finlande, Danemark, Suède, le rendement de l'ancienneté est beaucoup plus élevé là qu'ailleurs. Quand on compare les Pays-Bas à l'Europe plus continentale ou aux États-Unis, là les choses sont un peu plus proches, encore que la Grande-Bretagne se singularisant par le rendement le plus faible de l'ancienneté dans ces calculs-là. Enfin, il y a d'autre part des éléments d'information qui sont importants à prendre en compte, qui sont le degré d'ancienneté ou la longévité dans l'entreprise, l'ancienneté dans l'entreprise, ce qu'on appelle tenure. Et les Pays-Bas se situent avec un niveau très élevé d'ancienneté dans l'emploi. On reste dans la même entreprise très longtemps, beaucoup plus qu'ailleurs et beaucoup plus qu'en moyenne en Europe. Et le marché du travail aux Pays-Bas est extrêmement peu mobile, évidemment, puisque vous avez un avantage d'ancienneté en termes de salaire et des habitudes prises et des arrangements qui se font sous l'emploi
donné, comme je l'ai dit, il vaut mieux rester en emploi pour opérer des transitions entre une quantité et une autre de travail, vous comprenez que l'avantage à bouger sur le marché du travail est faible, ou plutôt le risque de perte est élevé, ce qui fait que les Pays-Bas se situent tout en queue de peloton dans le taux d'entrée-sortie du marché du travail et de réallocation des emplois entre les firmes. Donc, sous ces conditions-là, et sous la condition que les coûts sociaux de soins de santé, de coûts de retraite, de financement des retraites sont plus dégradés aux Pays-Bas qu'ailleurs, là, pour le coup, l'indicateur dans les projections qui se font sur une longue période, les Pays-Bas ont des soucis à se faire. Donc, le pays a réglé de manière, encore une fois, par une série de curseurs dont le temps partiel peut devenir un élément, des choix collectifs sous contrainte économique, sous contrainte d'équilibre des comptes sociaux et des financements d'un État-providence généreux, mais qui, sur la durée, doit se démontrer ou essayer de demeurer soutenable. Alors, je vais rapidement finir par des informations sur... Voilà le type, je vais le commenter brièvement, voilà comment on peut raisonner dans le contexte néerlandais. On a ici une courbe, la diagonale, c'est, on demande aux individus quel temps de travail ils préféreraient par rapport au temps de travail qu'ils ont actuellement. La diagonale, c'est celle où tous les individus auraient des préférences exactement équivalentes à leur temps de travail actuel. Autrement dit, je travaille 30 heures et j'ai une préférence de 30 heures, c'est la diagonale. Et la courbe qui est tracée ici en pointillé, c'est celle des individus dont les préférences sont à gauche du croisement de la courbe, les préférences sont supérieures à... ils veulent travailler davantage, et à droite, ils veulent travailler moins que ce qu'ils font actuellement. Et voilà le type de raisonnement qu'on peut mener pour étudier la préférence des individus et l'élasticité de cette préférence à la durée du travail. Évidemment, si vous travaillez énormément, vous préférerez réduire votre temps de travail, et si vous travaillez peu, vous préférerez l'augmenter. C'est ce cas ici. Là, vous travaillez peu, vous voulez l'augmenter. Ici, vous travaillez beaucoup et vous avez une nette préférence pour la diminution du temps de travail. Alors, la question, c'est, d'une part, le raisonnement, c'est on peut manipuler les quantités en injectant la notion de préférence pour des quantités ou des diminutions de quantité dans des projections d'action publique. À partir du moment où le temps partiel est une culture collective, on voit bien que ces mécanismes jouent. Ce ne sont pas simplement en quelque sorte des fictions d'économètres, hein, ce sont des raisonnements. Ensuite, on peut... Alors, je ne vais pas commenter en détail, je ne vais pas voler le temps de mon collègue Yves Gingras, je vais finir rapidement. Ici, on a une analyse qui décompose le temps de travail effectif, le temps de travail préféré, qui est ici, la différence entre les deux, et le point de croisement des courbes que j'ai montré à l'instant. Et donc, on peut regarder quelles sont les caractéristiques des individus en fonction de ces différentes grandeurs. Ici, on voit que les individus qui sont très qualifiés, qui ont une formation supérieure, mais qui n'ont pas d'enfants, travaillent effectivement plus que ceux qui ont des enfants, à même de qualification et emploi, et ont des préférences qui sont nettement différentes en termes de charge de travail, 24 heures et 32 heures, mais toujours à la baisse, mais avec des différences. Donc voilà le type de calcul qu'on peut faire pour, en quelque sorte, rendre cette idée d'utilité ou de désutilité quantitative du travail, dont j'ai parlé antérieurement à plusieurs reprises, pour la rendre opérationnelle. Ici, vous avez une comparaison internationale qui montre quel est l'écart entre les travailleurs très qualifiés, fortement diplômés, et peu qualifiés, en termes de quantité de travail et de moyenne de travail. Et vous voyez que, évidemment, les travailleurs très qualifiés ou les femmes très qualifiées travaillent beaucoup plus que les femmes peu qualifiées. Et c'est donc ici que se situe, du côté des femmes très qualifiées, que se situe une partie de la demande de réduction du temps de travail. Mais ça veut dire aussi que quantité et qualité du travail sont corrélées.
et que l'élasticité des préférences à cette corrélation quantité-qualité est évidemment variable selon les contextes nationaux. Encore une fois, les Pays-Bas se situent dans un différentiel exceptionnellement élevé. Et si on veut raffiner, on ira plus loin. C'est à peu près illisible pour vous, mais c'est une autre information qui donne les quantités en fonction des niveaux de formation des hommes et des femmes. Les informations sont à peu près les mêmes. Là, les Pays-Bas se situent toujours dans des zones singulières où on a des écarts de préférence qui sont relativement, des écarts de quantité pardon, qui sont relativement restreintes parce que la culture du temps partiel s'est diffusée. Voilà le bilan. Bon, je vais cesser ici mon exposé. Je voulais vous présenter peut-être un dernier graphique qui est le fameux modèle du couple. Là aussi, les Pays-Bas se situent ici, le couple où on a deux membres actifs, mais avec l'un qui travaille à temps partiel. C'est un modèle qui existe partout ailleurs aussi, mais les Pays-Bas l'ont adopté à une échelle beaucoup plus importante. Donc, la grande question, évidemment, ensuite, et je vais terminer là-dessus d'un mot, c'est, oui, mais dans un couple, à ce moment-là, si c'est ça le modèle, comment réagissent l'un et l'autre en fonction des quantités ? Comme je l'ai dit au début, et j'ai bien fait d'anticiper, la femme qui travaille à temps partiel diminue sa charge de travail domestique à proportion de la quantité de travail à temps partiel. Donc il y a un phénomène de division par la moitié. Si je travaille 1 heure de plus, je diminue d'une demi-heure mon travail domestique. C'est à peu près ça le résultat de l'analyse économétrique. En revanche, l'homme, il a une rigidité beaucoup plus forte à la baisse de son investissement dans le travail domestique. Et voilà le type de questions qui agitent évidemment beaucoup la société dans des contextes comme celui que je viens de décrire, sous les conditions de ressources données, évidemment. On substitue à ce moment-là, plutôt qu'au raisonnement sur est-ce que le temps partiel c'est bien ou pas, on substitue un raisonnement sur le terme quelle est la quantité totale de travail domestique plus professionnel que j'ai sur mon agenda et comment est-ce que je vais négocier. Et si on veut aller plus loin, et je ferai l'exercice la semaine prochaine sur une autre base, on va raisonner sur, oui, mais quelles sont les tâches qui vont être allouées à l'un ou à l'autre en quantité et en qualité. Le travail domestique, il est une question de quantité, mais aussi de qualité. Il y a des travaux domestiques inflexibles, il faut les faire quoi qu'il arrive, et d'autres qui sont plus intéressants, plus agréables et plus flexibles dans l'organisation. Donc la question, c'est comment réagit-on à l'égard de tout ça et comment fait-on les arbitrages. Voilà, j'arrête, j'ai débordé légèrement. Yves va avoir 5 minutes de plus et je l'accueille maintenant. Merci de votre attention.